Bonjour Anne-Cécile. Bonjour Jean-Christophe. Anne-Cécile Worms. Enchantée. Voilà, donc nous sommes pour la première fois dans le studio radio pour parler précisément de une de tes entreprises, on pourrait dire, car tu as beaucoup d'activités. Une activité qui t'importe beaucoup, qui est Digital Arty. Tout à fait. Alors, j'ai cofondé Digital Arty il y a 2 ans et demi, suite à la publication d'un livre qui s'appelait Art numérique et qui était le premier panorama de la création numérique en France. J'avais choisi comme éditeur M21 Éditions et donc Malo Giraud-Delin qui avait fondé cette maison d'édition. Et cette maison d'édition, je l'avais choisie parce qu'elle avait la particularité de sortir un livre papier et à chaque fois d'y associer une communauté sur Internet. Donc j'avais ces 2 volets-là avec cette publication, un livre papier et une communauté sur Internet. Et puis, chemin faisant, la communauté est devenue une société à part entière et on a créé Digital Arty avec mon associé Malo Giraud-Delin pour que cette communauté puisse se développer et c'est ce qui s'est passé depuis 2 ans et demi. Donc c'est lié production et communauté. Alors maintenant c'est un projet qui s'est élargi. En fait au départ c'était effectivement un projet plutôt de média, un média en ligne avec une partie donc site communautaire, le réseau social de l'art numérique où tous les gens pouvaient se créer un blog. C'est encore le cas aujourd'hui. Des scientifiques, des artistes, des producteurs, des diffuseurs peuvent se créer un blog, soit en français, soit en anglais. Et donc, c'est vraiment un réseau social, le seul d'ailleurs à l'international, dédié vraiment à la création numérique. On y accède par le site internet. On y accède par le site internet qui est www.digitalarty.com. Et là, vous avez le choix entre le site en anglais ou le site en français, puisqu'il y a vraiment 2 plateformes distinctes. Et là, il y a énormément d'informations, puisqu'on a plus de 1000 blogueurs de référence qui sont des festivals, des chercheurs, des ingénieurs qui publient eux-mêmes leurs informations en ligne. L'aspect international, donc l'usage de l'anglais est très important. Très important. C'est un des succès en fait de la plateforme de Digital Arty, c'est d'avoir été tout de suite à l'international. Au départ, c'était d'ailleurs la volonté de faire connaître la richesse, on va dire, art science française à l'international, parce qu'on s'aperçoit que très souvent les artistes n'ont pas le temps de traduire eux-mêmes, faire savoir. Voilà, de faire savoir. C'est donc le problème, c'était à la fois pour faire savoir que on avait donc une richesse et une diversité française dans la production de création numérique, et puis très vite en fait c'est devenu un site international qui s'alimente de contenus internationaux générés par les blogueurs eux-mêmes. Donc ça c'est la partie réseau social. Après il y a une partie où on éditorialise le contenu, donc ça c'est la partie média en ligne. On fait tous les trimestres un magazine qui est un magazine gratuit, téléchargeable sur internet qui s'appelle comment? Et qui s'appelle le mag Digital Arty ou voilà. Digital Arty le mag, ouais. Et qu'on a fait une version aussi où on associe à chaque article une vidéo. Donc c'est du contenu multimédia et ça donne à voir pour les gens qui connaissent pas le domaine de l'art numérique. Quand on lit sur une œuvre, c'est bien d'avoir la vidéo en même temps qui montre le dispositif. Autrement dit, c'est une façade, une vitrine active. C'est une vitrine interactive et active. Interactive et active. Bien, alors comme je sais que vous travaillez aussi avec des artistes et que les artistes fonctionnent aussi beaucoup avec des sensations, des sentiments, pas uniquement avec des concepts, bien qu'aussi avec des concepts, et puis moi j'ajouterais avec des mythes aussi. J'avais envie de te présenter 2 petits passages qui correspondent à des mythes de l'histoire du cinéma, mais qui sont un peu critiques peut-être aussi par rapport à ce que peut être une société numérique, parce qu'effectivement, je crois que vous développez aussi les possibilités de l'esprit critique dans ce domaine-là, les bons usages. Les artistes sont les mieux placés pour critiquer les technologies, qui d'ailleurs ne sont plus si nouvelles que ça. Donc c'est l'objectif justement très souvent de mettre en avant les artistes, c'est qu'ils ont un regard un petit peu différent sur les technologies. Bon, alors on va regarder cela. Donc tu peux réagir pendant quelques minutes. On va regarder 2 petits extraits de films très courts. Donc tu vas reconnaître certainement celui-là, bien sûr, parce qu'il est extrêmement connu. C'est le premier cyborg de l'histoire du cinéma. Voilà. Donc, l'humain, le robot.
Apocalypse. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là. Pour celui-là, il est très connu, mais c'est assez intéressant. C'est assez intéressant de le regarder. Alors, on va regarder maintenant un autre film qui est un tout extrait de Woody et les robots de Woody Allen. Je pense que tu aimes bien Woody Allen. Oui, tout à fait. J'aimais beaucoup la première, on va dire, génération des films de Woody Allen. Puis je suis très sensible à son humour. Mais c'est vrai que dans l'histoire du cinéma, le cyborg et le robot ont une place extrêmement importante. C'est marrant, ça me fait penser cet extrait à un artiste justement qui est à la fois médecin et artiste, qui fait à partir de radio du corps humain. Du corps humain, oui, des radiographies. Œuvres d'art. Oui. Et il a pris un couple justement qu'il a passé sous scanner. Et c'est assez marrant parce qu'il en a fait une œuvre d'art et ça fait penser à cet extrait un peu ironique. Un peu irrévérencieuse. Ouais. Bon, faut bien qu'on rigole un peu de temps en temps quand on parle des pulsions. Mais c'est vrai aussi de la toute-puissance de rester comme ça dans une machine pour l'orgastron. Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, en si peu de temps, voilà. Ouais. Le rapport au temps. Le rapport au temps, voilà. Le temps réel. Le temps du corps par rapport au temps de l'électromagnétisme. Il y a beaucoup d'expériences avec le corps virtuel qui sont faites aujourd'hui avec des machines qui peuvent donner du plaisir à distance. On a un artiste, Yann Min, qui est spécialisé justement dans on va dire, ces expérimentations et c'est très intéressant de voir aujourd'hui que le détournement des jeux vidéo peut servir. Donc lui, il a un fauteuil qui est normalement un fauteuil conçu pour jouer à des jeux vidéo assez violents et qu'il a transformé en objet de plaisir à distance. Et il faut voir les expériences que font les artistes numériques dans ce genre. C'est très intéressant. Ouais. Alors, ça va tout à fait aller dans le sens de l'article que j'ai lu ce matin dans Le Monde. De Michel Serres. Je vais lire un tout petit peu la question et la réponse. Justement, c'est par rapport aux anciennes communautés, je veux dire la paroisse, le Parti communiste, les syndicats, et par rapport aux nouvelles communautés qui commencent à exister, y compris les jeux vidéo, par exemple, enfin, toutes ces nouvelles qui ne sont pas forcément éthiques. Hein. Donc, il dit que ces communautés sont parfois jugées illusoires et addictives. Les communautés actuelles, il parle évidemment de la communauté arabe aussi par rapport à ce qui s'est passé, et ce qui se passe même encore en Syrie en ce moment. Les faits divers abondent. Le virtuel et le numérique ne sont-ils pas également de gigantesques supports à névrose? Voilà ce que Michel Serres répond. Mais combien de morts ont fait les anciennes communautés dont il faudrait regretter l'affaiblissement, l'effacement ou la disparition? Je sais bien qu'il est d'usage de décrier la tyrannie de l'immédiateté et de l'ubiquité, ou les mirages de la virtualité d'une génération baignée par les nouvelles technologies de l'information. Mais pour quelques névroses parfois mortifères, dont les jeux vidéo, pas ceux dont tu parles, mais les jeux vidéo classiques, ou les réseaux sociaux peuvent être le support, combien de morts perpétrées par les anciennes communautés dont certains de nos intellectuels ont la nostalgie? Patrie, prolétariat, nation, que de crimes commis en ton nom. Alors c'était mieux avant des nouveaux réacts, non merci. Voilà. Donc là c'est une position assez polémique, hein, qui met tout de suite le sujet en perspective. C'est une position que moi je défends et qui est un regard très positif, on va dire, mais pas naïf sur les nouvelles technologies. Je m'explique. Bien entendu, on peut dire le meilleur ou le pire des technologies actuelles. Le meilleur exemple, c'est les caméras de surveillance, les dispositifs vraiment, et Facebook en fait partie, que même Big Brother n'aurait pas rêvé
à tel point les recherches d'adresse IP. Oui, puis surtout comment l'individu livre lui-même ses données les plus intimes. Je veux dire, même un Big Brother n'aurait jamais rêvé en savoir autant sur des milliards d'individus. Donc il y a une vraie inquiétude par rapport à ces sujets-là. À l'inverse, il y a également la possibilité, et le printemps arabe l'a montré, de faire passer un courant démocratique. Et là, il faut dire que les hackers, enfin ce qu'on appelle les hackers, qui sont pour moi les ingénieurs en fait de demain, sont les futurs garants de notre liberté et de, je dirais même plus, de la démocratie. Les Wikileaks. Alors Wikileaks a été assez controversé, mais a lancé au moins le courant sur le fait que les datas, les données aujourd'hui ne doivent pas être concentrées dans les mains d'une minorité avec l'impossibilité d'y avoir accès pour la majorité d'entre nous. Il faut des gens qui ont le savoir-faire pour décrypter en fait. C'est-à-dire la captation et la décaptation. C'est ça, aussi... le fait d'abord de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces données, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de les digérer, de les trier, de les analyser. Et puis surtout, les hackers ou les ingénieurs qui mettent un petit peu les mains dans le code, on les appelle les artistes du code, arrivent à créer des endroits sécurisés sur Internet où les puissances publiques qui n'ont pas les ingénieurs parfois aussi doués et aussi, on va dire, spécialistes que certains des artistes avec qui on travaille, ne peuvent pas pénétrer. En fait, on s'aperçoit que ce système de surveillance généralisé qu'est Internet a des possibilités encore pour les gens qui souhaitent préserver la démocratie et la liberté, d'avoir des espaces comme ça qu'on privatise, mais on les privatise avec le code. Et là, on est quelques milliers de personnes. On ne peut pas être assiégé comme dans des châteaux forts. Exactement. Oui. Pour l'instant, on ne peut pas. Il y a encore des poches de liberté, et c'est pour les gens qui mettent les mains dans le code. Ah oui, c'est très intéressant. Qui sont aussi des artistes, puisque je les appelle les artistes du net. Ouais, donc, les artistes oui, c'est ça, qui sont... à la fois ingénieurs et artistes. Ingénieurs et artistes. On revient à notre sujet. Exactement. Donc Digital Artist s'est créé justement pour favoriser le dialogue entre chercheurs et artistes. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas ? Alors, il y a 3 domaines, on va dire. Il y a l'artiste, le chercheur et l'entrepreneur. Et Digital Artist se situe vraiment, on va dire, essaye de mettre des frontières entre l'entreprise, la recherche et l'artiste, en fait. Quand vous dites la recherche, c'est la recherche fondamentale, la recherche appliquée, la recherche développement, c'est tout type de recherche. Tout type de recherche. On s'aperçoit qu'on a des exemples d'artistes qui travaillent avec le CEA, très curieusement, qui sont même... Recherche relativement fondamentale. Recherche fondamentale. On en a d'autres, là, par exemple, Architecte 1024, qui travaille avec le CERN. Parce qu'ils ont un système de mapping et que le CERN a envie de faire appel à des artistes pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur du centre de la Terre. Donc oui, ça nous intéresse. C'est un guide Michelin des électrons. Voilà, ça nous intéresse de rendre aussi parfois aux artistes la possibilité d'être des médiateurs de la science. Pourquoi ? Parce que en fait, les grands mathématiciens sont des artistes. Quand on parle à des grands scientifiques, on parle à des artistes en fait. Dans leur style, absolument. Absolument. D'ailleurs, j'ai entendu à France Culture il y a quelques jours un mathématicien il y a quelques années qui s'appelait Liknerovitch et qui disait que finalement en recherche il y avait 2 choses. Il parlait pour sa matière mathématique. Il disait la création et il y a la communication. Exactement. Donc on retrouve voilà. Ça c'est il y a une vingtaine d'années. Exactement. Et ben ces deux chapitres sont très importants. Voilà. Alors nous, Digital Arty, on se situe on a envie d'être accessible au grand public. On n'est pas. Il y a des gens très pointus dans l'art et la science. Par exemple, je pense à Leonardo, à des productions, on va dire, qui sont plus des productions vraiment scientifiques et qui vont rendre des travaux accessibles, mais vraiment plutôt à des chercheurs. À des gens qui sont déjà formés, qui ont le langage. Exactement. Nous, Digital Arty, on veut avoir un rôle vraiment de médiation. Un peu journalistique dans le bon sens du terme, alors. Journalistique pour une part. Ou médiateur artistique. Et producteur pour une autre part. On a ouvert justement un Art Lab pour aussi avoir un rôle de producteur. Donc on est à la fois médiateur dans le sens journalistique, mais on veut avoir aussi une action en termes de production et de mise en relation des artistes avec les entreprises, des artistes avec les scientifiques, mais vraiment en mettant aussi en jeu
toute, on va dire, la production, depuis la conception d'un prototype jusqu'à la diffusion d'une œuvre ou d'une série limitée. Avec la possibilité de faire appel à des chercheurs qui font des thèses sur les sujets. Absolument. D'avoir des résidences. On a beaucoup de chercheurs avec lesquels on a grand plaisir à travailler. Je vais en citer juste un, Emmanuel Mahé, qui est un chercheur pour moi vraiment exceptionnel dans la mesure où il est à la fois, il a fait sa thèse, il continue encore la recherche et il a justement comme domaine de recherche l'art et la science. Donc oui, c'est des gens qui vont venir travailler avec nous, c'est des gens avec lesquels on va à la fois produire, on va dire, du contenu, mais aussi travailler sur des œuvres. Donc beaucoup de matière grise, mais beaucoup de matière sensible aussi. Voilà, matière grise et matière sensible. Et matière sensible, et est important. Exactement. Hein. Eh bien, chère Anne-Cécile, est-ce que tu peux nous donner, puisque tu as de nombreux artistes, il ne s'agit pas de les classer, mais 3 exemples d'artistes, 3 artistes que tu pourrais nous citer, qui travaillent justement dans l'art et la science, dans l'art numérique? Oui, alors je vais citer des artistes français, mais je pourrais en citer des internationaux. Donc là, c'est encore une fois surtout pour mettre en avant la richesse de... Voilà, puis sur le site, on pourra faire... des références. Absolument. Donc il y en a une que j'aime citer qui s'appelle Albertine Meunier, qui est une artiste contemporaine. Elle se définirait comme une artiste tout court et pas une artiste numérique, puisque très souvent pour les artistes c'est très péjoratif de dire artiste numérique parce qu'on a l'impression que il y a plus de technique que d'art. Donc c'est toujours le souci. Ça c'est une vraie question qu'on abordera d'ailleurs dans une prochaine émission. Voilà, donc on va dire une artiste contemporaine qui a plusieurs dispositifs très intéressants qui interrogent justement les nouvelles technologies. Il faut regarder son site. Je peux pas citer toutes ses œuvres, mais il y a des œuvres sur Twitter. Il y a un Google Search History Book. Voilà, c'est quelqu'un qui interroge vraiment les nouvelles technologies. Qui donne quelques réponses, ou en tout cas qui participe un peu. Voilà. Après, il y a quelqu'un qui est plus du côté de la recherche, qui s'appelle Samuel Bianchini, dont la dernière exposition dans une bibliothèque à Rennes était très intéressante. Il a décidé de faire une œuvre avec des tables et des chaises et d'habitude dans un musée, quand on a un fil qui protège l'œuvre du public, c'est vraiment pour dire aux gens attention, il ne faut pas s'approcher du tableau. Une protection. Une protection. Alors que pour Samuel Bianchini, le fil était exactement à l'inverse, une protection pour dire ne vous approchez pas, mais pas pour pas toucher l'œuvre, mais pour que l'œuvre ne vous touche pas. Si vous vous approchez trop, les chaises vont vous agresser, c'est dangereux pour vous. Donc c'est l'œuvre qui devient dangereuse et non pas le public qui serait un danger pour l'œuvre. Donc j'aime bien une question réflexive là-dessus, sur l'apprenti sorcier. C'est aussi une réflexion surtout sur le rapport du public à l'œuvre. Parce qu'en fait, dans l'art numérique, c'est très souvent le public qui fait l'œuvre. S'il n'y a pas de public, il n'y a pas d'œuvre. Il y a une interactivité très importante. Et donc moi j'aime bien ces gens qui changent justement le regard. Et Samuel Bianchini fait partie de ces artistes qui poussent très loin justement la frontière et leur réflexion entre qu'est-ce qui fait œuvre, quel est le rapport entre le public et une œuvre, comment se passe cette interaction. C'est très intéressant. Et après je vais citer un dernier artiste français on va dire intéressant. Donc 1024 Architecture, c'est un duo d'architectes qui ont créé un logiciel qui s'appelle Mad Mapper et c'est des fous furieux du mapping. Ils arrivent à transformer dans l'espace public un bâtiment, de faire interagir les gens avec du son, avec le mapping sur la façade. D'un point de vue concret. D'un point de vue concret. Un seuil, il se passe des sons. Exactement. Donc c'est avec interactivité avec aussi. Interactivité quand d'images aussi avec interactivité sur des images. Sur des images, le son permet de transformer complètement le visuel sur un bâtiment dans l'espace public. Enfin voilà, donc c'est des artistes très novateurs dans la technologie qui inventent, du coup, les artistes parfois inventent des logiciels pour développer leurs œuvres. Là, en l'occurrence, leur logiciel de mapping est un des plus performants au monde. Le porte-voix numérique, ça nous intéresse parce que la voix, en quoi la voix peut être en relation avec l'image.
Hein, Exactement. Donc, il y a beaucoup de travaux sur la synchronicité son et image. On appelle ça le live AV, le live audiovisuel, audio-vidéo. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent dans ce sens-là et qui produisent des contenus très, très riches. On voit ça aussi dans les artistes qui réinventent le cinéma muet. En fait, ils créent de la musique sur des vieux films. Il y a des gens extraordinaires. On appelle ça le live cinéma. C'est une tendance de l'art numérique du moment. Il y a des gens comme Radio Mental qui sont spécialisés là-dedans et qui font des choses assez intéressantes. Donc Metropolis n'est pas mort. Metropolis est tout à fait vivant. Je vois que, j'entends surtout à quel point tu es passionné et habité par les activités que tu promeus. Et je voulais savoir la stratégie que tu vois pour Digital Arty dans les prochaines années. Alors, Digital Arty est une société. C'est une entreprise. C'est une entreprise, donc qui a une vocation commerciale, qui gagne aujourd'hui sa vie en organisant des événements pour des entreprises. Ces événements sont de quel type? Ils font intervenir des artistes numériques? Voilà, oui. Des expositions, des ateliers, des workshops, des conférences. On organise parfois d'ailleurs des événements clés en main. On l'a fait pour SFR, pour Accenture. On fait du consulting comme pour L'Oréal sur le thème beauté digitale. Vous êtes des véritables diffuseurs de culture. Donc voilà, on s'intéresse vraiment au contenu artistique au sein des entreprises. Voilà. Ça, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent aujourd'hui. Et demain, on gagnera de l'argent plutôt sur le côté recherche et développement, prototype, innovation. On est en train de fabriquer en fait les objets communicants de demain. Est-ce que vous travaillez avec l'Europe? On a envie de faire des projets européens. C'est pour l'instant, ça nous demande un peu un investissement lourd en termes d'administratif parce que c'est des dossiers très conséquents. Donc, on n'a pas encore pour l'instant qui fonctionne aussi avec d'autres villes européennes. Absolument. Alors, justement, ça permet de rebondir. Est-ce qu'il y a des choses dans d'autres villes européennes? Est-ce que vous avez des correspondants? On est partenaire de tous les grands festivals internationaux. En Europe, il y en a beaucoup. Le plus célèbre, c'est Ars Electronica à Linz, en Autriche, qui existe depuis 30 ans, dont on est partenaire. J'en citerai un autre ou deux autres, on va dire. J'ai apprécié particulièrement un festival à Eindhoven qui s'appelle le STRP, Strip Festival, qui se fait dans les anciens locaux Eindhoven, c'est une ville industrielle de Hollande, où Philips avait une industrie florissante et puis ils ont laissé leur bâtiment, donc c'est les anciennes usines de Philips et c'est un festival assez remarquable d'Europe. Il y en a beaucoup d'autres que je pourrais citer, mais ceux-là sont vraiment, on va dire, les deux historiquement les plus intéressants. Digital Arty, c'est international justement, donc on parle de l'Europe, mais donc du côté de l'Asie, est-ce que aussi il y a des relations moi je connais bien la Corée par exemple. Alors en Corée, il y a le Nabi Center de Séoul qui est très très intéressant, qui avait une commissaire d'exposition Doon Choi qui est aujourd'hui qui habite à New York, mais qui a produit vraiment, on va dire, une série d'expositions passionnantes. Il y a des grands artistes coréens sur l'art numérique. Oui. La ville de Séoul elle-même, on pourrait dire, est une ville créative, est une ville numérique. Il y a des quartiers. Bon, alors il y a d'abord la fibre, c'est-à-dire il y a le haut débit depuis toujours. Voilà. Et puis y compris en l'air, il suffit de regarder les gratte-ciel, il y en a plein partout. Ouais. Et puis le côté communauté correspond à l'Asie, c'est-à-dire que l'Asie s'est emparée des réseaux. Nous, on parle de communauté créative, mais le fait est qu'en Asie, l'individu n'existe pas. Donc le fait d'être en réseau social, c'est l'espace public. C'est un espace public. Ça, c'est tout à fait exact. Voilà. Et ça crée donc une réalité complètement différente de la France ou de l'Europe, parce que dans la mentalité, le coréen, en tout cas, se crée même une nouvelle famille en ligne, en fait. Des gens qui considèrent vraiment comme un réseau un réseau presque concret. Oui, j'avais entendu dire, par exemple, que les Chinois qui sont émigrés en Europe, en fait, il y a des forums, il y a des réseaux où ils parlent énormément, où ils se plaignent énormément. On ne les entend pas, les immigrés chinois. Mais dans ces réseaux, parce que j'ai des amis chinois qui m'ont raconté ça,
Mais alors évidemment, c'est un peu interne. Alors c'est ça, le digital arty, ça a l'avantage justement d'être transversal et de pouvoir on a des révéler ses tendances, voilà. avoir des correspondances. On a des correspondants en Chine, on a des correspondants à Séoul, on en a via aussi notre réseau, le RAN, dont on fait partie avec 40 ou 50 structures, des liens avec Taïwan, avec le Japon. Moi, j'ai rencontré des curateurs, des commissaires, on va dire, d'exposition japonais après le tsunami et le problème nucléaire qu'il y a eu, qui sont vraiment dans des recherches très intéressantes sur le problème de l'électricité, sur le problème de notre consommation énergétique avec le numérique et des usages. En fait, tous nos gadgets numériques fonctionnent parce qu'il y a des serveurs. Ces serveurs nécessitent énormément d'électricité et on consomme cette électricité en croyant que en lisant par exemple un journal en ligne, on va moins couper d'arbres qu'en lisant un journal papier, certes, mais on va consommer beaucoup d'électricité en le faisant. Donc le bilan carbone de notre énergie numérique est un des grands problèmes. Et les premiers artistes à s'en préoccuper sont japonais. Très bien. Alors justement, je rebondis sur l'Afrique, parce que je sais que vous avez tout un travail avec Dakar et avec plusieurs pays d'Afrique, l'Afrique du Sud, je crois. Voilà, Digital Arty, avec l'association Musique et Culture Digitale, travaille sur un projet qui s'appelle Digital Afrique. La communauté en ligne Digital Afrique sera en ligne sur le site Digital Arty. Il y aura toute une publication numérique avec Digital Arty, papier avec MCD sur la création numérique africaine du nord au sud. Et il y aura une grande exposition lancée avec Planète Émergence, le porte-voix à Marseille, dont on peut annoncer les dates puisqu'elle aura lieu entre le 14 mai et le 14 juillet 2013. 14 mai et 14 juillet 2013, et nous aurons l'occasion de façon de développer ces sujets sur le site du porte-voix numérique.net également. Eh bien, quelques mots de conclusion avec ces petits stimuli là, ça nous a permis de réagir à des sujets de société, à l'international, au but de Digital Arty. Si je te propose 3 choses, c'est-à-dire un nom, un adjectif et un verbe pour conclure. Alors un nom, la création, je dirais même digital ou pas, un nom pour conclure, ça serait la création. Voilà, la création dans tous ses états. La création dans tous ses états, je ne peux que souscrire à cela. Donc ça c'était un nom. Un adjectif. Un adjectif. Ça peut être un sentiment. Hein. Un adjectif. Alors c'est plus difficile. Un adjectif sans tomber dans la naïveté, mais je dirais le dynamisme vers l'avenir. Dynamique. Voilà, dynamique. Mouvement. Dynamique. Voilà, c'est ça. Et enfin un verbe d'action. Rêver, parce que je pense que le rêve... Rêver est un mot d'action. Absolument. Je pense que le rêve est à l'origine de beaucoup d'actions qui transforment le monde. Très belle conclusion, Anne-Cécile. Merci beaucoup. Merci Jean-Christophe.